à tous avec vous. Pierre Boudias, rupture consommée entre Madrid et Alger. Le gouvernement algérien suspend le partenariat de coopération entre les deux pays. Une décision regrettée par Madrid, née de sa reconnaissance du plan marocain d'autonomie du Sahara. Excuses et réconciliation en République démocratique du Congo. En visite dans le pays, le roi des Belges a reconnu la violence du régime colonial, un gouvernement raciste et paternaliste pour lequel il a exprimé de profonds regrets. La crise née de la guerre en Ukraine en pleine aggravation. Le constat alarmiste du secrétaire général de l'ONU qui s'inquiète notamment du blocage des céréales venues d'Europe de l'Est. Une grande partie de l'alimentation africaine et asiatique en est pourtant dépendante. Et puis le Japon entrouvre la porte aux touristes étrangers. Après 2 ans de fermeture totale, le pays du soleil levant se prépare à autoriser le retour des visiteurs de 84 pays. Un tourisme très encadré qui doit faire office de test grandeur nature. Nouvelle étape dans la brouille entre l'Espagne et l'Algérie. Alger a suspendu le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération conclu en 2002 avec l'Espagne après le revirement de Madrid sur le dossier du Sahara pour s'aligner sur la position marocaine. L'Espagne dit ce soir regretter la décision d'Alger et pour le politologue Moustapha Toussa, cette décision s'inscrit dans une logique de confrontation lancée par le gouvernement algérien depuis plusieurs semaines. C'est un geste symboliquement et politiquement très fort dans le contexte de tension entre les deux pays. Le régime algérien n'a jamais pardonné à l'Espagne d'avoir soutenu l'option de l'autonomie du Sahara marocain, de s'être rapproché du Maroc, de s'être réconcilié avec le Maroc. Donc le régime algérien cherchait une manière de punir l'Espagne. Il était question à un moment donné de donner un coup de griffe au contrat gazier. Mais comme apparemment ces contrats sont protégés d'une manière ou d'une autre par le droit des affaires internationales, il semble que le régime algérien ait voulu porter la bataille et porter le fer sur le terrain de la relation bilatérale entre l'Algérie et l'Espagne. Donc il y a une volonté un petit peu de procéder à un traitement de choc dans cette relation pour dire toute l'amertume, toute la déception du régime algérien quand il s'agit de voir que son allié, son voisin, son ami espagnol a choisi le Maroc plutôt que l'Algérie. Des propos recueillis par Antoine Casalta. Ils étaient des milliers dans les rues de Dakar cet après-midi pour dire leur rejet de Macky Sall. Une manifestation d'ampleur après l'annulation par le Conseil constitutionnel de la liste de la coalition d'opposition pour les prochaines législatives. Principal adversaire du chef d'État sénégalais, le leader Ousmane Sonko, en théorie écarté du scrutin, a été accueilli par les vivas de la foule. Il a accusé Macky Sall de se préparer à un 3e mandat illégal pour 2024. Le parti présidentiel au Nigeria choisissait lui son candidat pour les présidentielles. C'est le très influent ex-gouverneur de Lagos, Bola Tinubu, qui a remporté la primaire organisée en vue des présidentielles de l'année prochaine. Il affrontera un autre vétéran de la politique du pays, Atiku Abubakar, pour tenter de succéder à l'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari, qui ne se représentera pas. Surnommé le parrain ou le faiseur de roi, Bola Tinubu est notamment célèbre dans le pays pour sa fortune. Lui espère obtenir le retour d'une relation mémorielle apaisée entre Bruxelles et Kinshasa. Le roi des Belges, Philippe de Belgique, en pleine visite de 3 jours en République démocratique du Congo, colonisée au XXe siècle par son pays. Au 2e jour de cette visite, il a fait part de ses plus profonds regrets pour les blessures infligées à l'ex-Congo belge durant cette période encore traumatisante pour la société congolaise. Christophe Godino. Monsieur le Président. Le roi des Belges s'exprimait sur l'esplanade du Parlement à Kinshasa devant une foule immense. Dans un discours où chaque mot était pesé, il a donc prononcé des paroles très attendues, promettant d'ouvrir une nouvelle relation. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble, sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement. Puis le souverain de Belgique est revenu spécifiquement sur la période coloniale. Le régime colonial était celui d'une relation inégale, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. Le roi Philippe avait déjà par écrit formulé ses regrets, c'était il y a 2 ans, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance.
Il l'a redit cette fois de vive voix ce mercredi à Kinshasa. Ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Le roi de Belgique et son épouse poursuivent leur visite ce jeudi à Kinshasa. Ils se rendront ensuite à Lubumbashi puis à Bukavu dans l'est de la RDC où ils visiteront la clinique du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. En Ukraine, la ville de Severodonetsk en grande partie sous contrôle russe. Une information transmise par le gouverneur ukrainien de la région qui indique également que la cité voisine de Lysychansk a subi de lourds dégâts. Dans ce contexte, Kiev a accusé l'agression russe d'être responsable de la crise des céréales. Des discussions tenues aujourd'hui sur ce sujet en Turquie en présence du chef de la diplomatie russe n'ont pas permis de trouver un accord. Un nouvel échec qui provoque l'inquiétude du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui alerte sur le risque d'une vague sans précédent de faim et de misère dans le monde en raison du conflit en Europe de l'Est. Au cœur de ce scénario du pire, la sécurité alimentaire en Afrique et en Asie, deux continents particulièrement dépendants des céréales russes et ukrainiens, rappelle Iman Bourara. Elle est rédactrice en chef du site ecoactu.ma. La dernière tension entre la Russie et les États-Unis sur la question de l'embargo des exportations ukrainiennes s'est répercutée rapidement sur les cours mondiaux. L'Inde, qui est l'un des principaux producteurs de blé, qui dit qu'elle va limiter ses exportations de blé. La Chine qui est orientée vers une politique de stockage. Tant que la crise ukrainienne se poursuit, ça laisse planer le risque non seulement des tensions sur les prix, mais également la question de l'approvisionnement et donc de la disponibilité de la matière première qui est le blé et qui est une problématique encore plus grave. À peine critiqué, déjà à l'offensive, l'Iran, visé par une résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui lui somme de renforcer sa coopération sur l'avancée de son programme nucléaire. Riposte immédiate de Téhéran qui a débranché les caméras de vidéosurveillance installées par l'organisation dans plusieurs de ses centrales. Le texte a été déposé par les États-Unis, soutenu par l'E3, à savoir France, Allemagne et Royaume-Uni. Le Royaume-Uni où lui affirme que sa carrière politique ne fait que débuter. Le Premier ministre britannique Boris Johnson qui s'exprimait pour la première fois devant les députés après être sorti vainqueur d'un vote de défiance à son encontre. Pour rappel, plus de 4 députés de son camp sur 10 ont voté pour son éviction après les scandales de fêtes organisés en plein confinement. Un confinement qui s'éloigne lentement pour le Japon, le pays qui restait le dernier du G7 a gardé depuis plus de 2 ans ses frontières fermées aux étrangers. À partir du 10 juin, les touristes en provenance de 84 pays seront progressivement et en théorie à nouveau les bienvenus, mais sous certaines conditions très draconiennes. Une ouverture au groupe étranger qui est une première étape d'un long processus, une sorte de test, Philippe Dova. Les touristes étrangers sont les bienvenus au Japon à condition de voyager masqués et en groupe, de suivre à la lettre un parcours préétabli, encadré 24 heures sur 24 par des guides de 2 agences japonaises officielles. Hors de question pour l'instant d'arriver seul pour se balader en toute liberté au pied du mont Fuji, admirer le raffinement des temples de Kyoto ou nager avec les Raimentas sous la barrière de corail dans la baie de Kabira. Une conception nippone du voyage organisé assez proche de celle de la Corée du Nord, assortie de quotas d'entrée très stricts pour les compagnies aériennes. Guillaume Glass, directeur général Air France KLM Japon. On nous impose un maximum, aujourd'hui de 160 à 190 passagers par vol pouvant entrer au Japon. Très concrètement, en ce moment jusqu'à fin juillet, quasiment l'ensemble des vols sont au niveau de ce quota, donc il reste très peu de place à la vente. On a bon espoir que ça rouvre totalement début septembre et nous espérons fortement à la suppression du visa pour les touristes. Un espoir partagé par Marc Letourneau, directeur général Club Med Japon. Ça reste une ouverture partielle, très contrôlée, qui va se faire par étapes. Nous avons beaucoup d'excitation sur nos marchés d'Asie qui veulent venir sur le Japon. Une fois que le gouvernement donnera la structure en détail, nous allons bien sûr travailler avec des agences locales, mais en étant agents de voyage nous-mêmes, nous pouvons aussi envisager une potentielle formule où nous accueillons les GM de l'étranger sur le Japon. On l'espère le plus vite possible. Il faut être optimiste.
touristes. Peu de chances que les frontières japonaises s'ouvrent totalement aux touristes étrangers avant l'automne. Les professionnels du tourisme visent les vacances d'hiver. Avant la pandémie, 80% des skieurs venus profiter des joies de la glisse sur les pistes des montagnes de Kaido venaient de l'étranger. À Tokyo, Philippe Dova pour Midi 1. Et puis un mot de sport pour finir, on jouait de nouveau en Ligue des Nations de football ce soir. À noter la victoire à l'arraché des Pays-Bas face au Pays de Galles 2-1. Battue au premier match, la Belgique s'est-elle reprise de belle manière en écrasant la Pologne 6-1. C'est la fin de cette édition. Bonne suite des programmes à l'écoute de Midi 1.